Bienvenue à vous tous à cette nouvelle édition des Midi Minatech. Et puis tout d'abord, je vais vous présenter, enfin vous parler du prochain. Vous savez que nous assistons à 2 révolutions. Première révolution, la transition écologique et énergétique globale qui nous permet, enfin en vue de lutter contre le péril climatique. Puis l'autre révolution qui est associée à l'émergence du web, de la toile, et qui fait apparaître la possibilité d'explorer un vaste monde virtuel avec la promesse d'une croissance infinie. Alors on a ces 2 révolutions et on aura le plaisir d'accueillir Julien Robillard, qui est donc consultant indépendant en transition énergétique numérique et dynamique des biens communs. Donc, sa boîte, c'est Utilink. Et Julien nous propose de nous poser la question comment cohabitent ces révolutions et si une synthèse se dessine, quelle est-elle? Donc, j'espère pouvoir vous accueillir la prochaine fois. Mais déjà, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Daniel Linco et je vais donner de nouveau la parole à Christian Scheffer qui va faire cette introduction du Midi Minatech d'aujourd'hui. Parfait. Bonjour à tous, merci Amal. Merci de venir fêter les 15 ans de Carnot Énergie du Futur. Donc Carnot Énergie du Futur a 15 ans, ça fait donc une quinzaine d'années que des collaborations sont tissées entre une dizaine de laboratoires académiques, les 4 départements du DTS, du CEA Liten. Et donc aujourd'hui, on a effectivement l'honneur, le plaisir d'accueillir Daniel Linco qui va nous parler d'une des thématiques qui est chère à Carnot Énergie du Futur. C'est le vecteur électrique produit à base d'énergie solaire photovoltaïque. Et donc, je vais laisser la parole à Daniel pour qu'il nous présente les points d'avancement qu'il a en la matière. Je t'en prie, Daniel. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être présent parmi vous. Et puis, je suis venu en 2018, je crois. Il y avait une grande journée aussi sur l'énergie. Et ça avait été aussi assez extraordinaire sur tous les aspects énergie du futur. Et c'est l'occasion de remercier les collègues et amis qui sont là depuis des années. Ça fait des années que nous travaillons ensemble. On forme une communauté assez très unie. Et aussi le fait de célébrer avec vous les énergies du futur avec les 15 ans. Et je me suis dit, est-ce que je propose un titre de ce genre? Est-ce que voilà, c'est pas. Je me suis dit, mais c'est marrant, on parle beaucoup du passé et tout. Je me dis, mais peut-être que le futur, c'est un nouvel Héliocène. Et l'Héliocène n'a pas arrêté. L'Héliocène, nous vivons du soleil, nous sommes faits des grains que nous mangeons, nous sommes faits pas seulement du pétrole, qui lui d'ailleurs vient aussi du soleil, faut pas l'oublier, mais aussi tous les jours, ce que vous mangez, ça vient du blé et ça a poussé avec le soleil. Donc quelque part, j'essaye de rendre à la nature et au soleil et à la lumière, parce que ce qui compte, c'est pas le soleil. Si nous émettait pas de lumière, on n'aurait pas d'énergie, c'est la lumière. Donc nous sommes des êtres de lumière d'une certaine mesure, et je crois que ce que je vais essayer de faire, c'est de ramener cette notion au centre des débats aussi sur l'évolution de nos sociétés et comment cette technologie ou ces choses peuvent amener vraiment un changement dans la transition écologique et énergétique. Donc, en fait, finalement, on a un réacteur de fusion nucléaire qui est à 150, 1,5, je crois que c'est 150 millions de kilos. Donc, correction, je savais bien que j'en aurais fait une, mais j'ai bien commencé. Donc, 150 millions de kilomètres, des fois je me trompe dans le diamètre, etc. Là, en fait, c'est de la fusion, et là, on a vérifié que c'était autour de 627 millions de tonnes d'hydrogène qui donnent de l'hélium, qui sont en chaque seconde par réaction de fusion. Et tout ça, ça va donner, finalement, cette énergie qui va se transférer sous forme de photons. Et ces photons, c'est de l'énergie qui est transportée et qui arrive au niveau d'un grain de riz qui est collé sur la voûte céleste, qui est la Terre, à donc 150 millions de kilomètres, dont le diamètre, c'est 12 600 kilomètres. Donc, vous voyez que c'est un grain de riz. Et c'est autour, l'énergie qui est libérée, la puissance, est gigantesque. 10 puissance 26 watts, c'est quand même assez impressionnant. Or, en fait, la Terre, aujourd'hui, à cette distance-là, sa section de capture fait 170 000 térawatts.
Térawatts, c'est 10 puissance 12. Vous voyez qu'on retrouve bien l'histoire du grain de riz. Entre 10 puissance 12 et 10 puissance 26, il y a quelques ordres de grandeur. Et l'humanité, là-dedans, c'est pas un grain de riz, c'est vraiment une petite... C'est 17 térawatts. Donc on est dans une situation où finalement, contrairement à ce qu'on peut dire, dans l'équation de la Terre, on dit souvent la ressource est limitée. Et c'est vrai. On a une alerte sur notre vaisseau spatial, il est quelque part limité en ressources, il faut en prendre, mais quelque part, on a une chose qui n'est pas d'origine terrestre. C'est la lumière et c'est l'énergie. Et ça, on oublie souvent qu'on baigne dans un océan d'énergie avec un rapport 10 000. Et la puissance que l'on reçoit à l'extérieur de la Terre, vous savez, à cet endroit-là, ici, à l'extérieur, c'est 1360 watts par mètre carré. Sans nuit, sans saison, sans... Là, on a... Alors par contre, au niveau de la Terre, celle qui est interceptée va être un peu différente dans ses caractéristiques. Donc en fait, on a une ressource d'énergie considérable pour l'humanité. Et en fait, un petit carré à l'extérieur ici, je l'ai mis dans l'espace volontairement, de 110 km par 110 km, correspond à finalement les 17 térawatts dont on a besoin, qu'on peut convertir en térawattheure ou en énergie, qui sont nécessaires au fonctionnement de l'humanité. Donc c'est très peu. Maintenant, quand on se ramène au niveau de la Terre, fais attention au laser, quand on se ramène au niveau de la Terre, on est à 1000 watts. Vous voyez, on a perdu. Hein. On n'est plus à 1360, on est à 1000, tout simplement parce qu'il y a l'atmosphère, la réflexion sur l'atmosphère, les nuages, tous les aspects climatiques, etc. On est 1000 watts. Mais 1000 watts, c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Imaginez 1000 watts quand vous avez, une lampe, faites des chantiers, la lampe c'est 250 watts, vous en prenez plein la figure. Ça veut dire que 1000 watts, c'est pas rien. Et ça, c'est quand vous êtes en plein soleil, face au soleil. C'est comme ça qu'on mesure, c'est la puissance de référence. En moyenne, sur Terre, alors 200, ça dépend de l'endroit, mais on a de l'ordre de plus de 200, 290 watts par mètre carré. Le point important, c'est que si on convertit ces 17 térawatts en surface nécessaire, on s'aperçoit que maintenant, il faut passer à un carré qui va faire 290 par 290. Et que si on prend des convertisseurs, imaginez que l'humanité soit capable de convertir cette énergie, eh bien, on voit qu'il va falloir des convertisseurs qui ont un rendement 20%, c'est 650 par 650. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est non seulement pas grand-chose, mais on peut le distribuer partout. C'est-à-dire que cette énergie, elle est présente sur des continents avec différents... Et elle est présente aussi sur les océans, on oublie aussi. Mais les océans sont aussi des zones sur lesquelles il y a le soleil qui vient. Il y a des endroits où il y a une lumière incroyable, il n'y a pas de conflit d'espace direct, il peut y en avoir. Mais si vous voulez, on peut très bien imaginer que cette énergie soit dispersée. Et elle peut même être dispersée au niveau de l'habitat. Sur chacune de vos toitures, vous pouvez calculer, il en arrive. Il vous arrive sur une toiture environ 125 kilowatts exploitables par mètre carré. Donc on est dans une situation où finalement, quand on regarde ça, finalement, on a une source d'énergie qui est considérable. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'énergie primaire en France, c'est 1562 térawattheures. Ça correspond à 0,18 térawatts. Et si on prend l'électricité, là j'ai pris autour de 500, ça correspond à l'équipement d'environ 4000 km² de notre territoire national. 4000 km². Les surfaces artificialisées en France, c'est autour de 9% du territoire, c'est de l'ordre de 50 000 km². Donc ça veut dire qu'avec tout ce qui est déjà artificialisé, équipé en photovoltaïque, on pourrait couvrir l'équivalent de la production électrique française et j'espère aller au-delà, c'est-à-dire aller vers les sources carbonées, notamment les 3/4, parce qu'on oublie souvent, l'électricité, c'est aussi ce qu'il y a à côté. Donc en fait, comment la logique de l'énergie, c'est finalement, on vide la lumière que nous envoie le soleil par fusion. Et il y a deux processus qui sont importants. Le processus ici, très important, c'est la conversion en chaleur. C'est ce qu'on appelle un processus physique. La lumière est absorbée, elle chauffe l'eau, elle chauffe le sol, etc. Ça donne de la chaleur qui va donner du vent, qui va donner de l'évaporation, va donner de l'énergie éolienne, de l'énergie hydraulique. Et c'est ce qu'on appelle des transformations physiques. Et à côté de ça, vous avez une petite voie qui s'appelle la photosynthèse, qui va donner de la biomasse, la force animale, le travail, et qui va donner aussi le charbon, la chaleur. Et donc, grâce à tout ça, il y a eu tout un système énergétique basé sur la lumière, jusqu'aux alentours de 1850, 1900. On prend le paysage. Ah oui, alors le point important, c'est je vais revenir un peu sur la photosynthèse, parce que la photosynthèse, c'est l'invention par la nature du photovoltaïque.
il n'y aurait pas eu de photovoltaïque, il n'y aurait pas de photosynthèse. Pourquoi? Parce que la première étape de conversion de l'énergie électromagnétique en énergie se fait grâce à une molécule de chlorophylle qui produit en fait de l'électricité. Et vous avez ici un schéma assez extraordinaire qui montre que même nos systèmes modernes, donc on en parle, je vous en montrerai, sont déjà, la nature a été capable de faire des choses extraordinaires avec des processus à 2 photons, des pièces tournantes, etc. Et quand vous regardez une forêt, c'est du photovoltaïque naturel intégré. Et c'est peu perçu. Comment on peut faire? Comment la nature l'a fait? Elle l'a fait de façon très simple. Finalement, elle a mis de la chlorophylle et en face, elle a envoyé du CO2, de l'eau, et puis finalement du CO2 et de l'eau et des photons. Et vous avez une réaction chimique qui est 6 CO2 plus 6 H2O plus X photons, ça donne du glucose plus d'oxygène. Et ça, grâce aux cyanobactéries, il y a près de 3 milliards d'années, ça a changé l'atmosphère. Et donc, en fait, le photovoltaïque, quelque part, est à l'origine avec la chlorophylle. Alors, ce processus, il est extraordinaire. Il y a beaucoup de recherches là-dessus aujourd'hui. Comment on peut faire pour faire du photovoltaïque moderne? Il faut trouver un moyen de prendre des contacts sur la feuille, sur les feuilles, qui sont des magnifiques systèmes photovoltaïques naturels, et puis de se dire, finalement, je vais prendre un module. Ici, vous avez un module silicium, et on va essayer de sortir le contact. Et ça n'a pas été évident à faire. Ça n'a pas été évident à faire, et il a fallu attendre pour commencer à découvrir ça. D'abord, il a fallu attendre l'invention de l'électricité, la découverte de l'électricité en 1800 avec Alessandro Volta, ça s'appelle les piles de Volta. Et puis tout de suite après, pas loin, Edmond Becquerel, en 1839, a montré que quand on éclairait des piles de Volta, on pouvait avoir un courant électrique. Il a découvert l'effet photovoltaïque. Il a fallu, donc le point important, c'est qu'effectivement, la conversion photovoltaïque est née à cette période-là. Et puis, finalement, on voit que cette nouvelle branche, ce qu'elle a d'intéressant par rapport aux énergies qui sont là, c'est qu'elle ne passe plus par des alternateurs, elle ne passe plus par la phase vapeur, par faire tourner des alternateurs. On va directement, quelque part, court-circuite l'ensemble de ces étapes pour produire directement de l'électricité. Donc, quelque part, c'est le chemin le plus rapide de l'électricité. Alors, point important, l'histoire des Becquerel, le fils d'Edmond est également le découvreur d'une énergie moderne, c'est le découvreur de la radioactivité naturelle, et ils ont eu le prix Nobel avec Pierre et Marie Curie. Donc finalement, c'est très simple, sur le principe, il faut remplacer la feuille, il faut remplacer la chlorophylle par un semi-conducteur, c'est le silicium, et en fait, on s'aperçoit que si on est capable d'extraire les électrons quand ils sont générés, excités par les photons, on peut les faire passer sur un circuit extérieur, et là, le tour est joué, on fait de la tension, on fait du courant, et on récupère de la puissance en P égale VI. Et ça s'est fait avec le développement des cellules silicium. Là, vous avez un exemple. Ça s'est fait avec le développement des cellules silicium, et vous avez ici un exemple. Le principe de base est extrêmement simple, extrêmement simple. Par contre, les difficultés se cachent dans les détails, et comme vous le savez très bien ici, en fait, on prend une plaquette de silicium, quand on l'éclaire, elle est de type P, les électrons montent un peu comme des bulles, ils montent à la surface, ils sortent dans les circuits, et les trous vont à l'arrière, et en fait, les électrons circulent à l'extérieur. Alors tout ça, c'est une métallurgie, tout un travail sur les différentes étapes, et ici, vous avez une cellule finie avec une grille de contact avant-arrière. Donc voilà la chose très rapidement. Comment on va définir le rendement? Le rendement, c'est tout simplement le rendement de conversion, la puissance électrique qu'on sort par rapport à la puissance lumineuse. Donc c'est simple. Si vous avez 1000 watts par mètre carré qui arrivent avec le soleil, si vous avez un rendement de 10%, ça veut dire que votre système va sortir 100 watts par mètre carré. Et tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu plus d'un siècle pour qu'on passe de l'effet Becquerel à des premières choses en 1940. En 1940, il y a quelqu'un en la Bell Telephone, un inventeur, c'est un électrochimiste d'ailleurs, qui s'appelle Russell Hall, qui a découvert la cristallisation du silicium. Il a réussi à purifier du silicium avec des lingots à haute température. Et comme vous le verrez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a découvert la jonction PN. En 1941, un an après, il déposait un brevet pour faire du photovoltaïque. C'est pour vous dire. Et le rendement était même pas de 1%. Il a fallu attendre les années 50, et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que les premières cellules silicium ont été faites, et ces cellules silicium, finalement, ce qui explique ce saut, on est passé pratiquement de 1 à 2% jusqu'à plus de 10%. Qu'est-ce qui explique ce saut? La conquête spatiale. L'argent qui a été mis
c'est parce qu'on ne savait pas comment alimenter les satellites. Et que ces petits systèmes qui donnaient même quelques pourcents de rendement, eh ben, on était bien content de les avoir parce que les satellites continuaient à tourner s'il n'y avait pas eu de moyen d'avoir de l'énergie. Et donc le photovoltaïque a été associé tout de suite à la conquête spatiale, donc à des très hautes technologies. Et puis vous avez ensuite des effets par marche, vous voyez, des sauts successifs qui font qu'on est arrivé aujourd'hui autour de 26,7%. 267 watts par mètre carré. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et une personne en particulier autour de Martin Green est à l'origine de ces choses-là. Et puis finalement, on va faire un peu d'histoire des technologies. Tout ça, ça s'est fait. Alors Russell Hall, c'est simple, il a cristallisé du silicium, puis il s'est rendu compte qu'il y a les impuretés de type P ou de type N, le phosphore, je crois, se faisait ici, ça faisait des sortes de grains, de gaines. Il a eu l'idée de découper, de prendre un contact là, et boum, il a découvert la zone P, la zone N, et ça, c'est tiré du brevet. Voilà la première cellule solaire. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était bien de le faire. On a découvert les traitements de diffusion, etc. Et on a fait des choses qui donnaient quelques pourcents. Et ça a suffi pour faire du spatial. Et puis après, on a commencé à se dire, mais finalement, au lieu de mettre les grilles là, on va les mettre devant, une derrière, on a commencé à faire évoluer la structure en lui mettant des contacts et en lui mettant des dopages de type P et de type N. Vous voyez ici que tout de suite, le courrier de l'UNESCO, c'est le fameux satellite Vanguard en 1958 qui a déjà ces petites cellules solaires. Et donc, vous voyez que c'est quand même une histoire qui est très fortement liée à des développements technologiques. Et puis après, alors ça n'a plus arrêté. Après, ça n'arrête plus. Vous avez une croissance ici, vous passez ici à 22,8, 24, etc. Et vous voyez, la structure devient un petit bijou de microélectronique. Ça devient en fait une structure qui se rapproche des objets de la microélectronique avec de la texturation, des contacts passivés, etc. Et puis si on continue, on a une situation où on voit apparaître de nouvelles structures de cellules, et vous les connaissez ici très bien, c'est la structure HIT qui n'a plus rien à voir avec la structure initiale. On prend du silicium, du silicium amorphe, ensuite du type P, et vous voyez, on a une structure qui a beaucoup évolué. Et voici la structure championne du monde, 26,7, faite par un labo japonais, Kaneka, qui en fait a trouvé le silicium est d'une telle qualité que finalement, on peut prendre les contacts en face arrière. Et donc, dans ce cas-là, les contacts en face arrière, ça permet finalement de gagner en facteur d'ombre. Et ça monte à, on les appelle HIT, donc hétérojonction, et IBC pour back contact. Et voilà cette fameuse cellule championne du monde. Elle est impressionnante, vous voyez. Regardez, elle collecte les photons pratiquement à 100%. Jusqu'à ce qu'on appelle le gap du silicium. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant, les progrès technologiques qui ont été faits. Et regardez, un rendement qui était obtenu en 2013 à 24,7, il avait ça, il collectait mal l'UV, alors qu'à 25,6 en 2014, on est déjà avec une bonne collecte. Tout ça, c'est beaucoup de travaux de recherche fondamentaux des technologies. Et puis finalement, on a tout ça, ça évolue. Vous passez avec des acronymes comme les PERC, SAJ, c'est hétérojonction, TOPCon, c'est encore. Donc vous avez une sorte de zoologie de toutes ces choses et qui aujourd'hui donne des rendements très élevés. Et finalement, quand on regarde, on s'aperçoit que tout ça, ça s'est pas fait en améliorant seulement une technologie. On allait au bout d'une technologie jusqu'à que quelqu'un trouve autre chose. Et vous voyez, on a ce qu'on appelle des effets de saturation. Ça monte, il y a une découverte, ce qu'on appelle un breakthrough, et puis après, ça sature. Et puis, il y a quelqu'un dans le monde, un endroit qui va trouver qu'on peut passiver avec du SiO2, etc. Boum, il fait le petit saut, ça sature. Il fait le saut, ça sature. Il fait le saut, ça sature. Et puis, le dernier, ici, il apparaît. Donc, on a ce qu'on appelle des courbes en S qui sont bien connues en innovation industrielle. Et donc, ça montre un peu comment les choses évoluent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la progression du photovoltaïque a été spectaculaire. C'est-à-dire que on vient de franchir aujourd'hui, je vous ai parlé de 17 térawatts pour la puissance de l'humanité, on vient de franchir la barre du térawatt du photovoltaïque. Il n'y avait rien il y a 10 ans, pratiquement rien en 2000. Donc, on voit qu'on a une énergie qui, finalement, un domaine qui, aujourd'hui, qu'on parle de gigawatts, de centaines de gigawatts. Et puis là, il y a des classements qui se font, notamment par l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez que c'est la Chine qui est en tête, les USA, l'Union européenne. La France a fait une très bonne année, l'année 21, 3,3 gigawatts, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à continuer. Et puis sur les choses cumulées, on est sorti du top 10, mais on est autour de 15 gigawatts installés. Et en fait, on aura dans quelques années des centaines de gigawatts, voire des térawatts, plusieurs térawatts d'installés. Je vais assez vite pour vous montrer que chaque année, ça augmente. Et ça, indépendamment Covid et autres, 175 en 2021. Et on devrait aller chaque année, c'est pour vous dire qu'il y a de la marge à faire au niveau industriel économique, vers 500 gigawatts par an
jusqu'au térawatt par an. Pourquoi tout ça est possible? C'est parce que les prix ont baissé. C'est qu'en fait, l'équation économique a rejoint les capacités de performance. Pour faire un satellite, on peut avoir des cellules qui coûtent très cher parce qu'il n'y a pas de prix. Mais pour faire du photovoltaïque terrestre, pour qu'il redescende sur Terre, il faut qu'il soit accessible du point de vue économique. Regardez la courbe de décroissance du coût au watt installé de 76 $ ou euros. On est à 0,3 aujourd'hui, avec une décroissance spectaculaire. Et tout vient de là. Et regardez la courbe de droite, l'abaissement des coûts de production, ça mène à un abaissement du coût de l'électricité photovoltaïque, où on est passé de 380 $ par mégawattheure, on passe aujourd'hui on est autour de 40, 60, y compris en France ou en Allemagne, et dans certains endroits, on est à 20 $ du mégawattheure. Donc, vous voyez, en plus, avec la crise d'Ukraine, toutes les concerne, on est aujourd'hui dans une situation d'une très, très forte compétitivité et que c'est une aubaine pour la transition énergétique que d'avoir à notre disposition ce secteur. Même ça se ressent tout de suite sur les questions d'énergie électrique. Vous voyez, par exemple, que des pays, en quelques années, il n'y avait rien il y a quelques années. Aujourd'hui, l'Australie a 15% de son électricité qui est faite rien qu'avec le photovoltaïque. En Europe, c'est 7,2%. L'Allemagne, la Grèce, regardez la Hollande, qui est pourtant plus au nord que la France, elle est à 11,8%. Même le Royaume-Uni est bien placé. La France est un peu en queue de peloton, mais bon, on rattrape notre retard et on a du travail à faire. Mais c'est pour vous montrer que aujourd'hui, le photovoltaïque est en train de gagner le monde en termes d'installation de nouvelles composantes. La beauté du domaine, c'est que tout le monde y trouve son compte. On peut faire d'immenses centrales comme les grandes installations qu'on voit en Chine en bas à droite, qui peuvent faire quelques gigawatts, mais on peut aller faire du photovoltaïque spatial. Et puis surtout, on va faire ce qu'on appelle l'agrivoltaïque, les choses qui sont sur de l'eau, des voiles photovoltaïques flexibles. Ça, c'est une entreprise française, SolarClose, qui le fait. Et puis vous avez bien sûr, alors ça c'est très important, le photovoltaïque en milieu urbain, notamment les toitures. Et puis finalement, on se pose la question, le rendement, est-ce qu'on peut aller plus loin? Finalement, c'est un problème. À combien on peut aller? Donc, il y a une vraie question. Ben ça, heureusement qu'il y a des théoriciens, des physiciens du solide, etc., qui nous disent, ben finalement, tout ça, ça se mesure, ça se compare, et on essaye de... Puis finalement, on a découvert que le rendement de ces monojonctions, comme on les appelle, ben, il était un peu embêtant parce qu'il a une courbe en cloche qui va jusqu'à 33%. Et donc, on voit qu'on ne pourrait pas faire 33%, 330 watts. On voit quand même que le GAS ou le silicium sont tout près. Donc, ça montre l'état de performance et d'évolution du domaine. Par contre, peut-on augmenter le rendement au-delà des 30%? C'est la vraie question. Alors, il y a quelqu'un qui a le joli nom qui ressemble au vôtre, Monsieur Carnot, donc on peut lui rendre hommage. Il a dit qu'en fait, la thermodynamique nous disait que la puissance mécanique qu'on peut retirer d'un convertisseur, elle dépend de la température de la source et de la température du récepteur. Dans une relation hyper simplifiée, 1 moins température de la source froide sur température de la source chaude en degrés Kelvin. Quand vous faites le calcul, vous voyez que finalement, le Soleil, il est à 6000 degrés et que sur Terre, on est plutôt à 300. Donc, le rendement théorique du photovoltaïque est de 95%. C'est quand même, la lumière, c'est une énergie qu'on peut dire très noble. Hein, et on pourrait faire 85% sous concentration et 67%. Donc, il y a du chemin à faire. Donc, on voit que le ciel s'ouvre derrière. Comment on fait ça? On peut faire des multijonctions. On se dit, je vais prendre des jonctions qui, au lieu d'en prendre une qui moyenne sur tout le spectre solaire, finalement, j'en mets une l'une sur l'autre, et j'en fais une qui marche très bien dans le bleu, une qui marche très bien dans le vert, une dans le rouge. Et puis, miracle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fonction du nombre de jonctions, finalement, on passe à 33%, 45%, 51%. Bingo! Ça veut dire qu'en technologie, si on est capable de faire des multijonctions, on est capable d'aller vers ces choses-là. Et donc, le point qui est important, c'est de voir que c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, des triples jonctions sont à 35,2% et on a des jonctions, 6 jonctions qui sont à 47%. Finalement, les 50%, ils sont pas dans si longtemps que ça. Alors ça, c'est les trucs de labo. On n'est pas encore, on va pas mettre sur le toit d'une maison aujourd'hui, mais ça nous donne une dimension. Voilà des jonctions qui sont faites avec des classes de matériaux extraordinaires, qui sont ce qu'on appelle les 3,5. Et vous voyez qu'ils en mettent au Fraunhofer et qui sont liés aussi, qui étaient liés à Soitec. Donc je rends hommage aussi à Soitec sur le lift, parce que c'est des décollements, des choses comme ça qui ont été très travaillées. Il y avait un travail qui a donné des records à l'époque entre Soitec et
et le Fraunhofer. Mais voyez, chaque jonction travaille dans sa catégorie. C'est un travail d'équipe. Chaque jonction prend bien le bleu, l'autre prend de l'auge, etc. Et tout le monde, et tout ça, ça monte le rendement à pratiquement 47,6%. Donc ça vient juste de sortir et c'est sous concentration de 625. Voilà. Et alors là, c'est la course. Vous voyez, c'est un domaine qui évolue à toute vitesse et il y a des recherches dans toute catégorie. En fait, vous voyez, ça, c'est comme les Jeux Olympiques. Hein. Il y a le saut en hauteur, le saut en largeur. Non, pas en largeur, il n'y a pas. Voilà, donc, et puis vous avez l'emerging PV, donc le PV émergent, et là vous voyez des photopiles quantiques, enfin bon, il y a de quoi. Et par contre, le silicium dont on parle, il est là, et les multijonctions, elles sont là, vous voyez, c'est celle qui est en haut, qui tire la course avec le NREL. Et regardez ici, Soitec, hein. Je vous donne la couleur locale qui est présente sur la courbe. Voilà, et ce qu'on fait, c'est finalement qu'on se dit, mais comment je peux faire redescendre ça sur Terre ? Sur Terre, comment on va faire pour faire des multijonctions qui sont à bas coût ? Eh ben, on a une star qui est née il n'y a pas longtemps, qu'on appelle les perovskites. Un truc incroyable, improbable. Quelqu'un de physique des matériaux classiques aurait dit jamais ça peut marcher. C'est du iodure, du méthylammonium iodure de plomb. Méthylammonium iodure de plomb. Une formule, c'est voilà. Et ça, c'est fait avec du spéro, avec un truc complètement improbable. Et c'est une véritable fusée. En quelques années, alors que le silicium a mis des années pour arriver, regardez, ils sont nés en 2009, ils sont à 25,7%. Alors, il y a des problèmes, il y a stabilité, il y a plein de choses, il y a des choses qu'on peut discuter, mais ils sont là. Et quand on discute, finalement, on se rend compte que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire du silicium qui soit augmenté avec des cellules en tandem. Et là, on commence à avoir des résultats, récemment notamment à plus de 30%. On en voit aussi avec d'autres matériaux, aussi avec des OPV, avec l'organique, etc. Voilà. Quel scénario pour le futur ? Je vais accélérer pour pas. Et donc, on s'aperçoit, quand on regarde la croissance dans le domaine de l'électricité de ces sources, on se rend compte que finalement, l'électricité qui pousse le plus vite, c'est le solaire et l'éolien. Et que j'ai repris les scénarios, le net zéro énergie de l'AIE, et vous regardez, dans quelques années, aujourd'hui, le solaire, on ne le voit pas pousser beaucoup, mais il est en train voilà, cette courbe-là, si on se permet de la translater un peu, on voit qu'il va se passer des choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les limites des prévisions. Les gens prévoient toujours 2100, 2000, etc. On n'avait pas prévu ce qui allait se passer en Ukraine, on n'avait pas prévu l'avenir, mais il faut faire des prévisions. Et l'AIE, dont je dis du bien par ailleurs, je dis toujours du bien, néanmoins, regardez comme ils se sont trompés. À chaque fois qu'ils avaient une année, regardez, ils prévoyaient en 2035, ça c'était les prévisions de 2006. Regardez en 2006, pas de photovoltaïque. En 2007, ils se rendent compte quand même que ça pousse un peu plus vite que ce qu'ils disent. Donc ils modifient leur scénario. Et chaque année, regardez, et le dernier, ce qui a fonctionné, ça c'est la réalité. Aujourd'hui, on n'est plus de là. Ça veut dire qu'en fait, c'est allé beaucoup plus vite que les prévisions. Un scénario, il faut savoir l'utiliser. Il faut voir qu'un scénario, finalement, aujourd'hui, on est en train de se dire qu'on aura plutôt de l'ordre de quelques térawatts après. Donc, je vais très vite. Alors, regardez un article qui est paru dans Science il n'y a pas longtemps. Il prévoit, dans ce cas-là, regardez, ça c'est encore un scénario de l'AIE. Et voyez, il est encore un peu en dessous parce qu'ils veulent pas, ils restent conservatifs, ils restent prudents. Mais regardez ce qui se fait dans les scénarios qui tournent dans la littérature. Certains sont à 60 térawatts en 2050. Nous, on prévoit 100 gigawatts. Donc, c'est pour vous donner les éléments en 2030. Non, c'est en 2050. Donc, en fait, et les Allemands, donc on est presque peut-être en dessous de ce qu'on fait. Quel impact sur la lutte contre le changement climatique ? Là, on voit, il faut travailler sur l'élimination du carbone. Donc, en fait, il faut remplacer des sources carbonées par des sources non carbonées. Et ce qui est important, c'est que le pouvoir du photovoltaïque, 10 térawatts de photovoltaïque, peuvent déplacer 10 gigatonnes de CO2. Donc, on voit qu'on a à nos dispositions un réel moyen de peser sur la transition écologique et énergétique. Alors, je vais terminer juste par ces quelques transparents. Les transparents, plein de choses, je ne vous ai pas dit, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, l'analyse de cycle vie, le temps de retour, etc. Il y a plein de choses extrêmement importantes qu'il faut pas être un technocrate ou technologue ou je ne sais quoi. Il faut travailler, c'est des choses qui sont destinées à vivre avec les humains,
à vivre sur Terre et il faut vraiment travailler sur toute la logique. Vous voyez les modèles économiques innovants, économie citoyenne, économie circulaire, les convergences avec le stockage, la mobilité, etc. Et je me fais juste un petit peu l'avocat de ces questions des ressources. Regardez, quand vous prenez le silicium, c'est pas du tout un élément rare, c'est le top, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre. Donc on n'a pas de souci, hein, il faut le purifier et tout ça. C'est le deuxième élément. Ensuite, quand on le dope au phosphore, c'est encore dans le top 10. Et on le dope à l'aluminium, c'est encore. Donc, vous voyez, le moteur du photovoltaïque n'est pas fait sur des éléments rares, contrairement à ce qu'on entend très souvent. Alors, il reste de l'argent, c'est pour les contacts, mais on peut le substituer l'argent. Donc, voilà, un point clé. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est maintenant des gens qui réfléchissent sur la question des ressources, sur effectivement des éléments qui sont utilisés et qui peuvent amener des contraintes. L'argent, l'indium, le bismuth. Et voilà un article qui travaille énormément sur l'utilisation de l'indium pour les couches d'oxyde et qui dit finalement, si on veut faire 3 térawatts par an, il faudrait réduire la concentration d'indium de 1,4 à 3,6 nanomètres, alors qu'on est plutôt à 100, 200 nanomètres aujourd'hui. Donc il y a toute une réflexion sur l'économie de matière, etc. Et puis il y a toutes des études sur la criticité des matériaux. Là, je vous donne un résultat d'une étude sur l'Europe où on classe entre l'importance économique et puis le risque. Et vous voyez que le silicium, il y a un petit risque, il est là. Vous voyez, il n'est pas dans le abondant parce que ce n'est pas le silicium qu'on trouve partout, c'est le silicium ultra pur. Et ça vient du quartz. Et je sais que dans la région des Alpes, il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des mines de quartz qui sont en train d'être fermées. Et quelque part, je m'interroge sur le fait de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de se couper d'une source de silicium en Europe, etc. Bon, mais ça, c'est une partie plutôt politique nationale. Et puis sinon, l'analyse de cycle de vie, le recyclage. Alors là, il y a des sociétés qui se mettent en place. 95% des panneaux sont cyclables. Des acteurs de la semaine. Alors je me suis un peu fait plaisir en voyant qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en train de se autour de Veolia. Une entreprise s'appelle Rosy. Et puis sinon, on parle souvent du temps de retour énergétique. Combien de temps met un panneau à rembourser l'énergie qui a servi pour l'utiliser? C'est autour de 1 à 2 ans. Ça, il y a déjà dépassé, ça dépend de la latitude. Si vous êtes en Suède ou en Algérie, c'est pas pareil. Mais vous voyez qu'on n'est pas, alors que ça dure 25, 30, 40 ans aujourd'hui. Donc on est vraiment dans des conditions très positives. Le temps de retour sur des toitures, vous voyez, il était en 90 d'autour de 3 ans. Aujourd'hui, il est plus au niveau de l'année. Donc on est bien dans une logique d'abaissement de l'énergie grise utilisée. Le carbone footprint, c'est l'empreinte carbone. Alors, je vous en ai cité une ici. Vous voyez, on est autour de entre 10 et 40, 50, ça dépend des latitudes. Et on est bien au-dessous de ce qu'il y a avec du charbon, puisque c'est ce qu'on veut changer. Le charbon, c'est 800 à 1 kg de CO2 par kilowattheure. Si on a avec du gaz, c'est 400. Donc, on est quand même dans des conditions où on a une vraie décarbonation. Et puis, ça apporte une nouvelle vision de l'énergie. Ça, c'est extrêmement important. Je terminerai sur cette chose-là. Nous avons à notre disposition, en Europe, en France, chaque mètre carré reçoit de 1 à 2 mégawattheures d'énergie de la lumière par an. Si on en prend 10% ou 20%, ça veut dire que chaque mètre carré peut donner 100 kW à 200 kW. Et ça, c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille très rapidement. Et ce que je trouve important, c'est que l'énergie solaire, c'est l'affaire de tous. Et je voudrais mettre l'accent sur aussi, c'est une occasion de reparler des centrales villageoises, de tout le fait qu'il y a une appropriation aujourd'hui de l'énergie nouvelle qui vient des initiatives citoyennes et en particulier sur une association comme Énergie Partagée, mais il y en a d'autres. Il y a de très belles expériences qui se font en ville, etc. Et c'est très important parce que c'est en train de modifier le rapport à l'énergie, je dirais, de l'humanité et que c'est assez unique dans l'histoire de l'humanité. Production locale, autoconsommation collective, couplage réseau et la notion de partage, de communauté d'énergie. Et puis finalement, on voit des ressources, on cartographie, ça c'est sur Paris, le cartographie solaire. Puis je me suis amusé à faire un Où est Charlie? Si vous allez sur Google Earth et regardez où vous êtes, dans le sud de la France, n'importe où, vous dites, ah voilà, j'ai envie d'en mettre sur les toitures. Vous regardez Google Earth, regardez le niveau d'installation. Ça, c'est ma ville à Antony. Où est Charlie? Ça veut dire qu'il y a plein de toitures qui sont plein sud. Regardez, ici c'est le nord, ici c'est le sud. Vous voyez toutes ces toitures. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sauf une. Ici. Donc j'ai trouvé Charlie. Ça, c'est le Charlie 1.
Maintenant, cherchez Charlie de 2. Ben, il y a 2 Charlie, et il y en a un, c'est chez moi. Et les conclusions. Donc, l'énergie solaire échappe à la finitude des ressources terrestres. La ressource est considérable et largement suffisante pour couvrir l'ensemble des besoins de l'humanité. L'humanité dispose de nouvelles technologies adaptées pour la capter, le photovoltaïque, le solaire thermique, l'éolien, la biomasse, l'hydroélectricité, etc. Et ce que j'aspire, c'est une mobilisation généralisée, éthique. C'est une formidable opportunité, et j'ai osé dire, pour passer d'un anthropocène destructeur à un héliocène réparateur. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Daniel. J'ai dépassé un petit peu. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et merci pour ton enthousiasme et d'essayer de le transmettre. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix. Tout à fait. Bon, ta présentation est ouverte aux questions. Donc, on a des gens qui participent à distance. Donc, j'essaierai de basculer des questions de la salle vers les questions à distance. Bien. On a une première question ici. Alors, je vais te donner le micro. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous avez abordé le sujet autour du retour sur investissement au niveau du carbone. Quand les panneaux sont produits en Chine, il y avait un chiffre qui avait été donné, c'est qu'il fallait 35 ans pour, en équivalent CO2 pour rembourser l'énergie, enfin, le carbone. Où on en est aujourd'hui? C'est faux. Et c'est combien? C'est autour de... Alors en Chine, il y a effectivement l'électricité très carbonée. Et effectivement, vous montez, vous passez plutôt à 50 grammes ou 50, peut-être 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc ça veut dire qu'effectivement, si vous travaillez avec de l'électricité décarbonée, c'est d'ailleurs un des avantages que nous avons en France, si nous mettions en place cette industrie, c'est qu'on gagne énormément parce qu'effectivement, le carbone qui est utilisé, il y a l'électricité, qui joue. Alors bon, j'ai des transparents qui montrent, on peut étudier tout. En fait, c'est les analyses de cycle de vie qui sont maintenant très très bien faites. Je vous ai montré celle qui est là, qui date de 2013. Voyez, il y a le même type d'analyses qui sont faites pour des productions en Chine, qui sont faites pour des productions au Japon, en Allemagne, en France, etc. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la chose, c'est entre 10 et 50 grammes par kilowattheure. Et vous voyez qu'ici, ce n'est pas simplement le module qu'on considère, parce que le module, c'est un élément du système. Il faut aller de la source jusqu'au recyclage, et vous voyez que finalement, il y a les inverteurs, les câbles, ce qu'on appelle le balance of system, et la cellule, c'est simplement la partie. Vous voyez, il y a des technologies qui sont plus intéressantes que d'autres, mais tout ça, ça montre qu'on est tous dans le même panier, si vous voulez. Tout ça, c'est du très bas carbone. Très bien. On a une question là. Portez le micro. Oui, bravo pour ton enthousiasme à nous, Daniel. Oui, non, en fait, juste pour compléter ta réponse qui était parfaitement pertinente, c'est que en gros, si on fabrique en Europe plutôt qu'en Chine, on va encore gagner un facteur 2 peut-être, enfin, à peu près. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on va passer peut-être de, je sais pas quoi, de 2 ans à 1 an, quoi, pour donner un ordre de grandeur, hein, parce que ça évolue tout le temps, ces choses-là. Et je suis quand même assez atterré qu'il y a encore des gens qui croient qu'il faut 35 ans, même pour une cellule fabriquée en Chine, pour rembourser. Je suis vraiment atterré qu'il y ait des chiffres encore qui circulent comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai une question qui est un peu reliée à tout ça, c'est-à-dire que ce marché qui est en très fort développement, tu l'as très très bien montré. Or, et il y a une pertinence à fabriquer en Europe. Or, manifestement, l'industrie européenne est en train de vraiment décrocher un maximum avec un manque d'investissement évident en Europe. Alors, comment on explique ça? Parce que, bon, tu as été très enthousiaste, mais là, je suis en fait en train de refroidir un peu. Mais comment on explique que finalement, l'Europe est en train de pédaler dans la choucroute, on va dire, par rapport à cette industrie qui va devenir, comme tu l'as expliqué, qui va encore se décupler quelque part. Alors, tout n'est pas perdu, qu'au début, mais comment on explique ça? On est qu'au début. Alors, est-ce que je l'ai mis là? Quand vous regardez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder la montée en puissance de la Chine. La Chine, aujourd'hui, alimente 95% des panneaux.
alors que l'Europe était en tête. C'est l'Europe qui a lancé, avec les États-Unis et le Japon, il ne faut pas oublier non plus. Mais regardez, en 2011, l'Europe a commencé une politique énergétique industrielle avec les tarifs d'achat, en particulier en Allemagne, puis en France en 2006. Et en fait, ça a permis ici, alors c'est tout petit, mais si jamais je reprenais ça plus grand, je reverrais ici que c'est l'Europe qui menait la danse. Donc en fait, il s'est passé une chose, c'est que jusqu'à 2011, regardez la ligne rouge ici, c'est le cas de le dire, il n'y avait rien. Mais il s'est passé que l'industrie, l'Europe, grâce à une politique, à sa politique en disant je finance le rachat de l'électricité photovoltaïque, je mets des tarifs d'achat intéressants. Et là, bon, on a eu tous les débats sur les tarifs d'achat, mais ça a amorcé la pompe industrielle. Et donc, ça a commencé en Allemagne. Il y a eu des magnifiques entreprises comme Q-Cells, etc., qui ont été faites, etc. Et donc, ça a démarré en Allemagne et l'Europe était en pointe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment de mettre de l'argent pour investir dans, je dirais, entre guillemets, des EPR photovoltaïques, on a laissé la Chine le faire, qui a analysé le photovoltaïque comme étant une industrie stratégique. Donc les Chinois ont décidé de fabriquer des modules, de se lancer dans la purification du silicium, de se lancer dans des grosses usines pour produire, etc. Et finalement, ils ont inondé le marché, qui fait que c'est grâce à eux, il faut aussi leur rendre hommage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voir les choses uniquement à moitié vide, moitié plein. C'est grâce à la Chine qu'on a été capable de faire les effets d'échelle. Parce que tout produit, vous prenez un produit qui est produit en petite unité, etc., il est très cher, de fait. Dès que vous avez des effets d'échelle, vous réduisez le coût de fabrication de façon assez considérable parce qu'on appelle les lois d'expérience, une sorte de loi de Moore. Et en fait, c'est les Chinois qui ont permis ça. Et effectivement, l'industrie européenne n'a pas tenu et on n'a pas, finalement, on n'a pas investi dans les outils de production de modules parce qu'effectivement, les Chinois étaient moins chers, donc on achetait aux Chinois avant d'acheter. Et puis tout le monde s'y retrouvait parce que les Allemands vendaient des machines-outils et puis les installateurs, ils installaient. Et en fait, finalement, le petit maillon de la chaîne qui est la fabrication, on l'a laissé partir. Mais la chose n'est pas finie. Aujourd'hui, c'est en train de revenir. Il y a des politiques qui sont en train de se faire au niveau européen, au niveau français, pour réindustrialiser en particulier. Et il faut jouer sur l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, on va essayer de préparer le N+1. Je vous ai parlé des tandems. Les tandems, aujourd'hui, ne sont pas sur le marché. Donc, on peut très bien avoir une industrie qui travaille sur des nouvelles... redéfinir, il faut qu'il y ait des usines de très grande ampleur qui soient faites, des usines qui produisent plusieurs gigawatts. Alors, il y a des projets en France, hein, vous en avez sans doute entendu parler, mais je suis vraiment un fervent partisan de retravailler sur toute la chaîne de la mine. Je sais pas, on a parlé du quartz tout à l'heure, mais c'est vrai pour l'indium, le zinc, etc. Et puis de travailler sur des usines au niveau français et au niveau européen pour qu'au moins 10 à 20% de ce qu'on va installer sur les toits demain soit fabriqué en France. Très bien. Bon, merci beaucoup, Daniel. Je vais attendre je crois qu'on a une question à distance. Alors, quid du rendement en conditions réelles d'utilisation? Alors, excellente question également. Alors, quand on mesure, quand on vous donne le rendement d'un panneau, faites surtout très attention. Parce que le rendement du panneau, il est mesuré en conditions STC. Ça veut dire Standard Test Conditions. Je parle sur Jean-Pierre sous ton... Hein, c'est ça. Standard Test Conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Le spectre du solaire, très important. Les 1000 watts par mètre carré, très important. La température de 25 degrés, un petit coup de vent, pas trop. Et donc ça nous donne une mesure que tout le monde peut reproduire dans le monde entier. C'est ça le principe de la normalisation. Que vous soyez en Chine ou vous soyez à Tokyo ou à Paris ou à Grenoble, quelqu'un qui mesure un rendement, il le mesurera, il retrouvera la même valeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez un panneau au soleil, il chauffe. Il n'est pas à 25 degrés. Vous touchez des panneaux, je ne sais pas, c'est d'excellents radiateurs thermiques. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup parlé du solaire thermique, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Et donc, vous touchez, c'est très chaud. Et il se passe une chose, c'est que dans les mécanismes de fonctionnement d'un panneau solaire, il y a ce qu'on appelle des courants d'obscurité. Et la tension du panneau chute. Et ça, vous le voyez très bien. Quand il fait très chaud, on perd et on a des conditions notch. Notch, c'est Normal Operating Condition et Test. Et en fait, on perd
pratiquement 20%, 25% de la puissance quand on monte en température. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens font des adaptations où ils vous donnent, quand vous regardez les fiches techniques des modules, on vous donne le rendement notch, et il est plus bas que le rendement dans les conditions thermiques. Donc, je réponds à cette question en disant oui, bien sûr, il faut en tenir compte. Aujourd'hui, on le fait en fonction des conditions même locales. Un exemple. Donc, on voit quand il fait chaud, quand il fait froid, c'est pas pareil. Il vaut mieux, les panneaux fonctionneraient mieux au pôle Nord qu'en Équateur. L'autre chose, vous êtes dans une zone humide. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans une zone humide? Vous avez au-dessus de vous l'équivalent d'une lamelle d'eau qui fait 3 mm. Et l'eau va vous manger de l'infrarouge du spectre solaire. Donc, résultat, votre panneau en dessous, si vous êtes dans une zone humide ou une zone sèche, votre panneau, il n'aura pas la contribution de cette petite zone de ces photons perdus. Donc, en fait, vous voyez qu'en fait, il faut définir un rendement dans les conditions locales. Et ça, c'est ce qu'on fait en disant combien de kilowattheures on a par kilowatt installé localement. Et ça, vous pouvez l'avoir, c'est des tables qui existent. Voilà, donc, conclusion, c'est une excellente question. Très bien, merci beaucoup, Daniel. Merci. On va prendre une dernière question en salle. Oui. La question que je me pose, vous avez fait une introduction sur le photovoltaïque naturel, hein, la synthèse chlorophyllienne, qui, elle, a résolu le problème de l'intermittence puisqu'elle fabrique du glucose. Ah oui. Donc, en fait, la réalité des choses, c'est qu'il faudrait considérer le rendement au regard de ce qui se passe avec quelque chose qui nous permette de stocker cette électricité, et pas seulement au niveau de la génération. Là aussi, c'est une excellente question, vraiment. Vous avez entièrement raison. La nature a quelques milliards d'années d'avance sur nous. Mais j'espère qu'on va pouvoir la rattraper dans peu de temps avec ce qu'on appelle la combinaison photovoltaïque-stockage. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a un autre domaine qui se développe énormément, c'est le domaine des batteries. Aujourd'hui, l'émergence des batteries lithium-ion, on peut travailler sur le plan écologique, il y a des discussions, et là, on est dans la même problématique que pour le solaire. Mais quand vous couplez un panneau solaire avec une batterie lithium-ion, vous avez réglé une bonne partie de l'intermittence journalière. Vous pouvez décaler des pics vers le soir. Si vous le faites avec le couplage avec la mobilité électrique, vous avez la possibilité de stacker dans une Zoé 40, je crois que c'est 40 kWh. Donc, ça peut vous stocker une bonne partie de la production que vous avez sur vos modules, sur votre toit ou ailleurs. Donc, on voit aujourd'hui que se développent des solutions de stockage, je dirais, à court terme. Ces solutions de stockage, elles font qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a la même courbe, ce que j'ai montré pour le photovoltaïque. Je pense que les gens qui travaillent dans le domaine, Jean-Marie Tarascon, etc., tous les gens qui ont travaillé sur les lignes, montreront qu'on a la même courbe avec une courbe d'expérience. Et aujourd'hui, on commence, en Allemagne par exemple, on vend pratiquement plus de systèmes photovoltaïques plus stockage que photovoltaïque tout seul, parce que ça va dans le sens aussi de l'autoconsommation. Hein, vous n'êtes pas là quand il fait beau, ça donne. Finalement, si vous décalez le soir, vous pouvez l'utiliser pour des applications lors des pics de production. Alors, ce phénomène de stockage, la première chose, c'est pas avoir à stocker, c'est-à-dire de distribuer. Il y a des effets de foisonnement. Vous êtes une communauté. Eh bien, une usine travaille, vous avez une production sur des pavillons. Une usine ou une école est présente, l'énergie qu'elle aura, c'est des pavillons qui sont à côté. Et là, il n'y a pas besoin de stocker. Donc, c'est des modèles qui sont sans stockage. Le stockage est nécessaire. Donc, il y a les batteries lithium-ion. Vous avez les batteries lithium-ion ou autres. Hein. Vous avez ensuite, ce qui est en train de se développer, c'est le stockage avec de l'hydrogène. Et enfin, ce qu'on appelle la photosynthèse directe, et ça, c'est extraordinaire, c'est que si on retrempe, j'avais un petit film que j'aurais pu vous montrer, vous prenez une cellule solaire, vous la trempez dans l'eau. Eh bien, vous voyez, dans certaines conditions, surtout si les tensions sont suffisantes, vous voyez se dégager l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre. Donc, ça veut dire que demain, on pourrait avoir des systèmes qui font comme la nature, qui finalement vont mettre des électrolytes au contact le plus près des cellules. Il n'y a pas besoin de tirer des fils et vous allez récupérer à ce moment-là de l'hydrogène et de l'oxygène, et voire même faut faire de la photoréduction. Ça, c'est des gens comme Marc Fontcave, etc., qui travaillent sur la photo, ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle. Et je suis un grand partisan de cette photosynthèse artificielle. Et je pense que cette question que vous posez, qui est une vraie question, quelque part, elle est en train de trouver sa réponse.
Très bien. Alors, on me fait signe qu'on pouvait encore prendre une question à distance, même si on a pas mal dépassé le temps. Voilà. Donc, je vais avoir une question à te poser. J'attends qu'elle soit affichée, excuse-moi. hein. Non, non, c'est très bien. Oui, j'en ai vu, il y a plein de questions qui sont très Oui, il y a plein de intéressantes. hein. questions. De toute façon, Il y a je de dis, on répondre va te pendant- les transmettre et Sur- tu auras la sur- possibilité Sur la de forêt les... landaise, là, celle-là, elle est pas mal. hein. D'accord. Alors, pourquoi actuellement on rase les forêts landaises pour implanter le photovoltaïque au lieu des toitures industrielles et maisons? C'est une excellente question. On touche les conflits on touche les problèmes des conflits d'espace. Mm. On touche un problème de fond qui est le solaire et société. En fait, l'analyse, il ne faut pas répondre du blanc ou du noir. Quand on fait de la culture intensive, que vous traversez la Beauce, vous allez voir même les oliviers en Espagne, c'est pas tellement bon pour la biodiversité non plus. C'est-à-dire que vous voyez les grains de riz, il n'y a pas grand-chose. Il y a même, je pense qu'un lézard, il ne peut pas passer entre les épis. Donc il faut prendre les choses comme elles sont, c'est-à-dire que nous vivons déjà d'une artificialisation de nos paysages. Nous sommes déjà dedans depuis pas mal d'années. Donc, je suis absolument d'accord. Et même la forêt landaise, c'est une artificialisation aussi, puisqu'elle a été construite, je crois que c'est Napoléon III. Il manquait voilà. Et donc, en fait, on est sur quelque chose qui peut se discuter sur le plan de la biodiversité. Et ça, sans a priori. Maintenant, si vous remplacez une partie de ces arbres par des panneaux solaires, si vous commencez à couler du béton, etc., vous artificialisez. Si vous mettez ça, alors j'ai vu une entreprise, je ne sais plus, c'est un collectif qui travaille et qui, au lieu de prendre des montants en aluminium, prend des montants en bois. Ils ont remplacé, ils se sont dit, il n'y a pas besoin de prendre l'aluminium qui consomme une quantité d'énergie très importante. On va faire des panneaux solaires qui seront montés sur du bois. Et ils ont fait des choses qui respectent, ils n'artificialisent pas. On est dans une situation où, quelque part, la ferme solaire, moi, elle ne me pose pas plus de problèmes que de voir des champs à perte de vue en monoculture. La différence, et ça c'est une question psychologique, c'est qu'en fait, quand on est toujours avec de l'agriculture, ça reste de la matière végétale. C'est-à-dire que la nature est respectée du point de vue, le blé, qu'on le veuille ou non, c'est un organisme vivant. Tandis que quand on met un panneau, la réaction qu'on a, on se dit c'est de la technologie, c'est l'homme. Et donc, quelque part, il y a un cran à passer pour se dire, finalement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de mettre des panneaux solaires, mais pas de les mettre qui se touchent, de les respecter, de diviser, de travailler en accord, etc., avec des études qui sont faites, même du point de vue de la production d'électricité et du point de vue du bienfait pour le climat et pour même la biodiversité, est-ce que c'est pas plus intéressant, finalement, de prendre quelques parcelles et de mettre du photovoltaïque? Je pense que oui. Par contre, faire ça et ne pas équiper les toits et travailler sur pour chercher Charlie, c'est très bien, on s'amuse beaucoup. Hein. Il y a même un endroit, j'étais en vacances à Port-Vendre. Alors j'étais heureux en vacances, je viens en vacances, je vois tout dans les bateaux dans le port, c'est PV. Donc le photovoltaïque, j'arrive. Puis après, j'ai fini par comprendre que cette verbe photovoltaïque, c'était Port-Vendre ou Port-Vendresse, je ne sais plus comment on le dit. Regardez une vision avec Google Earth. Il y a un soleil, il y a un cagnard terrible, c'est fantastique, c'est pas équipé. Donc il ne faut pas faire l'un à la place de l'autre. Il faut vraiment, je pense qu'une des mobilisations essentielles aujourd'hui, c'est de travailler sur le photovoltaïque sur des toitures, mais ne pas forcément rejeter le photovoltaïque centralisé. Moi, je ne suis pas contre qu'en Algérie, c'est ce qui se fait au Chili au niveau du désert d'Atacama, c'est ce qui se fait en Australie. Je ne suis pas contre qu'on ait des grandes fermes photovoltaïques énergétiques. Donc, je pense qu'il faut travailler, par contre, de façon bien comprenante entre les systèmes centralisés, décentralisés. Tout ça, ça doit travailler ensemble. Très bien. Eh bien, écoute, Daniel, merci beaucoup pour tout ce point de vue. Merci. Hein. Merci infiniment. Et donc, je te dis, les questions, on a vu qu'il y en avait encore beaucoup à distance. On va te les envoyer. J'en ai vu de bien. Hein. Il y a ceux qui sont en présence, eh ben, ils ont l'avantage de pouvoir encore discuter avec toi. Donc, voilà, c'est pas fini. On est encore là. Et puis, je vous dis, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, d'accord? Vous vous rappelez, hein, comparer les deux révolutions qu'on a, comment est-ce qu'elles peuvent cohabiter ensemble. Et puis, aussi,
Ceux qui ont réservé des sandwichs, ils ont des sandwichs, mais en plus, le Carnot Énergie du futur vous offre un café accompagné de… Alors, j'ai oublié le terme qu'ils m'ont dit, mais vous verrez, c'est très, très bon. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre là-bas. À bientôt. Au revoir.